Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter le dernier chapitre du cours de P3 de BTS-CG qui aborde les impôts, la contribution exceptionnelle territoriale et la taxe d'apprentissage. Voilà, à l'écran j'ai projeté la ressource concernant la CET et avant de rentrer dans le détail, je vais dresser un tableau général de cette CET. Donc, en annexe, en fiche ressource 1, page 155, vous avez un petit graphique qui montre bien la liaison entre les deux composantes de la CET, qui est la CFE, contribution foncière des entreprises, et la CVAE. Voilà. Donc, les bases de calcul de ces deux impôts sont différentes, puisque la CFE est basée sur la valeur locative des locaux et des terrains qui sont utilisés par les entreprises, tandis que la CVAE prend comme base de calcul la valeur ajoutée de l'entreprise, mais il faut que le chiffre d'affaires soit assez conséquent. Voilà, c'est des impôts financent les collectivités territoriales, les communes pour la CET et régions et départements pour la CVAE. Donc la CFE, pardon, les communes pour la CFE et CVAE, région et département. La CET, on verra tout à l'heure que la CET combine les deux catégories d'impôts et il existe des limitations, notamment une limitation de 3% de la valeur ajoutée qu'on abordera tout à l'heure. Donc les ressources sont diverses, hein. N'oubliez pas que si vous avez un travail à faire dans le sujet de BTS, eh bien on vous les donnera, on vous donnera l'ensemble des informations. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une synthèse de l'ensemble de ces ressources que je vais décrire afin que vous puissiez réaliser les applications. Voilà. Ensuite, on abordera la taxe d'apprentissage qui ne présente pas de particularité, hein, qui n'est pas une impôt difficile à calculer ou à comprendre. Voilà, taxe d'apprentissage en ressource 4. Alors, je vous ai fourni un document de synthèse qui est sous format Word, donc vous pourrez éventuellement plus tard l'ajuster, le mettre à jour. Donc cette fiche de synthèse reprend les ressources qui vous ont été fournies dans votre livre. Et voilà, donc on va retrouver la CET, qui est la contribution foncière des entreprises, qui est constituée de la CFE, contribution foncière des entreprises, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Donc la CET, c'est la contribution économique territoriale, puisqu'elle est là pour financer les collectivités territoriales. Donc cette CFE, elle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent une activité en France, euh, que l'entreprise soit commerciale ou que l'activité soit commerciale ou correspond à une activité de BNC. Euh, et lorsqu'on a une activité pour laquelle on n'a pas le statut de salarié, eh bien on doit payer une CFE. Il y a un montant minimum de 250 euros qu'on verra tout à l'heure. Donc cette CFE, elle est, elle est représentée, elle est calculée sur la valeur locative des biens qui sont taxables à l'impôt, à la taxe foncière, lorsqu'ils sont situés en France et qui sont mis à disposition de l'entreprise. Ça veut dire que cette CFE, elle est calculée à partir du moment où on utilise des biens, des bâtiments ou des terrains. Ils sont éligibles à la taxe foncière, donc ils sont assujettis à la CFE, que l'entreprise en soit propriétaire ou pas. C'est-à-dire, même si elle est locataire, elle doit payer la CFE. C'est pour ça qu'il est dit à disposition de l'entreprise. Les calculs à prendre en compte pour la base d'imposition N sont ceux de N-1, c'est-à-dire qu'on va retenir les valeurs locatives de 2 ans précédents. La déclaration est faite le 34 N-1, faite sur l'année N-2 et permet le paiement de cette CFE qui est à payer courant N. Cette valeur locative, elle est financée, enfin, elle est déterminée par
par les administrations selon des informations cadastrales. Alors, cette valeur locative, qui est donc quelque chose d'assez théorique, est parfois un peu déconnectée de la réalité qui a pu changer dans le secteur d'activité. Donc, par exemple, si vous utilisez un terrain, eh bien, il y aura dans les valeurs fiscales au cadastre une valeur de locative fixée par l'administration qui pourra être ancienne. Et on peut imaginer que si le prix au mètre carré a explosé, eh bien, parfois, la valeur locative n'a pas suivi. Donc il y a parfois une décorrélation entre la valeur fixée par l'État et la valeur réelle locative pour laquelle on pourrait louer le terrain actuel, en fonction des... Ça peut être à la hausse ou à la baisse. Hein. Voilà. Donc ça rejoint un petit peu les taxes foncières que payent les particuliers qui vont par exemple être dans un immeuble des années 60, donc mal isolé phoniquement, mais qui présente un terrain élevé, donc qui est classé dans les catégories luxueuses, alors qu'en fait les immeubles peuvent ne pas du tout être luxueux selon les critères actuels. Voilà, alors il existe cette valeur cadastrale qui est fixée par l'administration, va être réduite dans de nombreux cas. Hein. Par exemple, pour les bâtiments industriels, eh bien on va réduire cette base de 30%. S'il y a des installations anti-pollution ou anti-bruit, on aura un abattement de 50%. Un artisan avec un seul salarié, l'abattement sera de 75%. Et le 2 salariés, 50%, 3 salariés, 25%. Donc évidemment, c'est pas à savoir. Donc sachez que la base de calcul peut être réduite du fait d'abattement. Alors, j'ai pas parlé des exonérations, mais il en existe aussi de nombreuses, notamment les entreprises en création ne vont pas payer de CFE. Les bénéfices agricoles ou les artisans qui travaillent seuls pourraient être exonérés de CFE, ainsi que les associations à but non lucratif, auto-entrepreneurs au début. Au niveau du paiement, du calcul et du paiement, bien on va prendre la base de calcul de la CFE, base d'imposition. Donc si vous utilisez un immeuble qui a une valeur locative, eh bien on va prendre cette valeur locative que vous allez retrouver, qu'on va multiplier par un taux d'imposition. Et ce taux d'imposition va être différent d'une commune à l'autre, puisque il est voté. Voilà. Et ensuite, il va se rajouter 3% de frais de gestion qui vont revenir à l'État. Voilà, donc les 3% pour les frais de gestion. Cette base qui est fixée par le conseil municipal et va présenter un minimum, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des bases qui sont assez faibles, eh bien vous aurez quand même une cotisation CFE minimale de 250 €. Et au-delà d'un certain chiffre d'affaires, évidemment. Donc pareil, il y a des seuils, il y a des règles particulières. Au niveau du paiement, lorsque la cotisation dépasse 3000 €, bien, il va être demandé un acompte au 15 mai. Au 15 juin, pardon, et ensuite le paiement sera fait le 15 décembre et on paiera le solde. Donc pas de difficulté particulière pour cette CFE. Donc ici, je vous ai proposé un exemple, une valeur locative d'immobilisation hein, qui est utilisée par une entreprise est égale à 200 000 €. Le taux communal 31, eh bien on va faire 200 000 € fois 31 fois 1,03 pour la partie financement de l'État. Donc on voit que ça va faire un montant assez élevé de 64 375. Alors en ce qui concerne la CVAE, à partir du moment où l'entreprise est taxable à la CFE, on va devoir calculer la CVAE. Alors, ça concerne les entreprises, personnes physiques et morales qui exercent une activité qui est soumise à la CFE et qui réalise un chiffre d'affaires. Alors, on parle de 152 500 €, mais il y a une exonération. En fait, dans la réalité, la CVAE va taxer les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 €.
Voilà. Donc, il existe des exonérations qui suivent la CFE et pareil, on vous donnera les informations détaillées si on veut vous faire réfléchir sur ces impôts. La CVAE est déterminée de manière beaucoup plus complexe que la CFE. Sa base de calcul, c'est la valeur ajoutée. Donc, si vous regardez la formule, eh bien, la CVAE, c'est égal à la valeur ajoutée fois 1,5% moins un dégrèvement. Alors, je l'ai laissé dans la fiche parce que ça peut vous intéresser pour la suite. Cependant, au BTS, on ne vous demandera pas le calcul de la CVAE ni de contrôler le calcul de la CVAE. Voilà. C'est avec la réforme de l'examen, eh bien, on a supprimé ce calcul. Mais je vous l'ai laissé tout de même pour que vous puissiez comprendre cette complexité. Alors d'abord, la CVAE est égale à 1,5% de la valeur ajoutée. Il va exister des plafonds dont je ne vais pas parler. Voilà. Donc à la base, on fait 1,5% de la valeur ajoutée auquel on va soustraire un dégrèvement. Mais attention, ce dégrèvement nécessite un calcul assez complexe qui est le suivant. Le dégrèvement est égal à la CVAE de 1,50, donc on reprend la première partie du calcul, moins la valeur ajoutée de l'entreprise, fois un taux. Voilà. Après ce dégrèvement, va se rajouter les frais de gestion. Donc j'aurais pu marquer ici plus frais de gestion. Ça serait plus juste. Alors donc ce dégrèvement, c'est la valeur ajoutée fois 1,5%. Donc je reprends le même terme que dans le but de la formule, moins la valeur ajoutée fois ce taux. Et c'est là que ce taux, on va le déterminer ici avec un tableau qui permet le calcul de ce taux pour le dégrèvement. Et il se calcule différemment en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce chiffre d'affaires de l'entreprise, ben voilà, s'il est compris par exemple entre 500 000 et 3 millions d'euros, eh bien le taux de dégrèvement, je précise bien, va être égal à 0,5% fois le chiffre d'affaires moins 500 000 sur 2 500 000 euros. Voilà. Voilà, si on prend une autre marge ou un autre chiffre d'affaires, par exemple, c'est au-delà de 50 millions de chiffre d'affaires, eh bien le taux de dégrèvement va être de 1,50. Donc je rappelle, ce taux, on va le remplacer ici dans la formule et on va remultiplier par la valeur ajoutée de l'entreprise. En plus de ce dégrèvement, on va avoir des majorations. Par exemple, si le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros, donc compris il est dans cette fourchette-là, on a appliqué ce taux, on l'applique à la valeur ajoutée, et on va avoir un dégrèvement supplémentaire de 1000 euros. Voilà, donc ça c'est une certaine complexité que vous n'aurez pas à l'examen. Une fois qu'on a calculé ce taux de dégrèvement, on l'applique sur la valeur ajoutée à la partie 1 de la formule et ça va nous donner une partie du calcul puisqu'après on va rajouter des frais de gestion de 1%. Voilà, donc ce calcul est assez complexe. Ce calcul est assez complexe et en ce qui concerne le paiement, il y a simplement deux acomptes, le 15 juin et 15 septembre, lorsque la CVAE de l'année précédente est supérieure à 3 000 euros. Donc on verse deux acomptes. Les acomptes vont être comptabilisés de la manière suivante, 44,72 autres impôts et taxes et versements, par le 512. Voilà, ça c'est la comptabilisation des acomptes. Et au 31 décembre, puisque la CVAE va être la déclaration va être déposée à N+1 mais concerne l'exercice N, on va avoir une opération d'inventaire, hein, taxe CVAE, charge à payer, voilà, pour la réaffecter à l'année en cours. Donc vous avez donc du P2 à activer concernant ces deux taxes. Ensuite, elle est déposée l'année qui suit, donc en 2019, la CVAE pour 2019 est déposée en mai 2020 et on va verser le solde en même temps.
Voilà, donc on a deux impôts, la CFE et CVAE, et lorsqu'on additionne ces deux impôts, eh bien on va trouver le montant de la CET. Cette CET, donc c'est l'addition, peut être plafonnée à 3% de la valeur ajoutée. Ça veut dire qu'il y a à nouveau un plafond à contrôler qui consiste à voir si cet impôt ne dépasse pas 3% de la valeur ajoutée. Si c'est le cas, on doit demander un dégrèvement de la taxe. Alors, sans rentrer dans le détail, c'est d'un niveau, voilà, c'est pas du tout niveau de l'examen, donc juste vous devez savoir que le plafonnement doit être effectué si ça dépasse la valeur ajoutée. Alors, à l'examen, on peut très bien vous mettre un calcul déjà fait, on vous donne et on vous laisse des informations concernant le CFE, les plafonnements, et vous seriez peut-être à contrôler que la CET ne dépasse pas le 3% de la valeur ajoutée. Donc vous êtes plutôt dans une conception de contrôle, de vérification des règles qui vous seront fournies. Donc ici on retrouve un graphique, on retrouve le graphique qui ressemble à celui de votre livre, hein, voilà, CFE, CVAE, CVAE, et puis après les paiements. Voilà pour la CFE et CVAE. En ce qui concerne la taxe d'apprentissage, voilà, je vous affiche les informations voilà, je vous ai affiché les informations synthétisées sur la taxe d'apprentissage. Bien, cette taxe d'apprentissage a pour objet de faire participer les employeurs au financement de l'apprentissage dans les formations de type technologique et professionnel. Cette taxe d'apprentissage, elle est due aux personnes physiques et personnes morales qui exercent en France une activité à caractère industriel, commercial ou artisanal, et alors qu'elle soit assujettie à l'IS ou BIC-IR lorsque l'entreprise, souvent individuelle ou IRL, eh bien, emploie au moins un salarié. Donc, les sociétés soumises à l'IS et les entreprises BIC soumises à l'IR lorsqu'elles ont au moins un salarié. Sa base de calcul, c'est la masse salariale de l'année N, auquel on va ajouter un taux de 0,68%. Alors, cette taxe d'apprentissage, l'entreprise qui établit des bulletins de paie peut décider de la faire apparaître sur les bulletins de paie à titre d'information dans les cotisations patronales, puisque c'est un peu une taxe. Donc parfois elle est notée dans les bulletins, parfois elle n'est pas notée, mais ça pose pas de difficulté dans le sens où c'est pas parce qu'elle n'est pas notée sur le bulletin que l'employeur ne la règle pas. Voilà, lorsque la masse salariale est connue de l'année N, eh bien, au 1er mars, N plus 1, elle doit être payée, et on va voir comment. Alors, le paiement de la taxe d'apprentissage est particulier parce que vous devez principalement la payer sous la forme de participation à des établissements que vous pouvez choisir. Donc certaines activités telles que les lycées techniques où il y a une section technique, technologique, sont à même de recevoir la taxe d'apprentissage. Ça peut être des fonds de formation. Enfin voilà, il y a un grand nombre d'organismes qui sont habilités à recevoir la taxe d'apprentissage. Donc l'entreprise qui doit de la taxe va la verser à un organisme collectif de la taxe d'apprentissage. Et ce versement va être libératoire. Donc un choix est fait, c'est pour ça que dans les entreprises, souvent en début d'année, on a des appels d'organismes, ça peut être des organismes divers et variés qui contactent les entreprises pour essayer de leur donner envie ou de les convaincre de verser la taxe d'apprentissage dans leur propre organisme. Et ces versements va être libératoire. Ça veut dire que le paiement de la TA se fera sur choix à l'organisme du choix de l'entreprise. Si l'organisme ne le fait pas, elle doit payer cette taxe au centre des impôts
Donc c'est un versement de régularisation au SIE, Centre des impôts des entreprises. Mais par contre, il va y avoir une majoration, donc ça dissuade l'entreprise de pas verser à un organisme de son choix. Les, la comptabilisation est très simple puisque vous avez une comptabilisation de la taxe au moment du paiement, 635,5 taxe d'apprentissage à charge à payer au moment de l'inventaire, puisque on la paie en N+1, mais elle concerne l'exercice N, donc elle doit être rattachée, le compte de charge doit être rattaché à l'exercice N, donc on va avoir une opération d'inventaire. Cette opération d'inventaire est contrepassée au 1er janvier et au moment du paiement, eh bien on va simplement comptabiliser 635,5, 30 taxes d'apprentissage, versement libératoire par le 512. Voilà. Il n'y a pas de... Voilà, c'est une taxe extrêmement simple. La seule particularité, c'était qu'elle n'est pas payée au service des impôts, mais elle va être payée à des organismes euh, habilités qui font de la formation et qui sont dont vous pouvez trouver une liste certainement dans les organismes professionnels. Voilà pour la synthèse de l'ensemble des ressources concernant ce chapitre 9. Et maintenant, il faut passer aux applications.